Bonjour Laurent Ozon, Bonjour. bienvenue sur la chaîne Reprenons le contrôle pour ce nouveau numéro de Franc-Parler, au titre duquel je ne doute pas que vous ferez honneur, vous connaissant un peu. Alors vous êtes justement entrepreneur dans le domaine de la technologie, vous êtes également conférencier, analyste, vous aviez fondé il y a longtemps une revue d'écologie intitulée Le recours aux forêts, et vous prenez vous-même une écologie qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on connaît de l'écologie aujourd'hui, en tout cas tel que les médias et tel que le parti politique les Verts le prône. Vous êtes l'auteur de quelques livres, dont en particulier France, les années décisives, paru en 2014, et deux autres qui restent à paraître, donc là en 2025, donc un qui sera sans doute paru au moment où cette vidéo sortira. Votre pensée est assez complexe, elle est assez difficile à cataloguer. Vous êtes au carrefour d'influences qui, de façon superficielle, peuvent sembler peut-être un peu paradoxales ou en tout cas radicales par leur aspect intransigeant. Et vous êtes fondamentalement un penseur plutôt de la métapolitique ou du politique, comme on dit en philosophie, bien plus que de la politique, au sens de la politique des partis. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord? Oui, oui, bon, si vous voulez, D'accord. on va en parler. Et d'ailleurs, je vous propose tout simplement de commencer tout de suite par ça et de nous expliquer quel était votre parcours. Parce que c'est assez étonnant d'avoir un entrepreneur dans des entreprises, donc D'ailleurs, quel est le secteur exactement? C'est des choses assez spécifiques. Prenez également l'écologie, prenez également le localisme, tout ça est assez déroutant en fait pour quelqu'un qui ne vous connaît pas. Oui, c'est un peu comme si... En fait, il y a des gens qui pensent qu'ils se sont fait... qui ont fait profession d'activité intellectuelle. Bon, c'est pas mon cas. Donc, les gens qui font profession d'activité intellectuelle sont les gens qui sont universitaires, qui s'inscrivent dans une filiation, dans un courant, sous des influences, dans des écoles, dans des universités ou des écoles de pensée particulières, etc. Donc c'est assez facile à suivre. Bon, il y a toujours des rencontres, des changements, des évolutions, etc. Des buissonnements hein, dans un parcours intellectuel. Mais bon, moi, fondamentalement, je ne suis pas un intellectuel. Hein, j'ai été pompier militaire, donc c'est pas très intellectuel, ça, concrètement, un pompier de Paris, militaire. J'ai été effectivement fondateur-créateur, dirigeant de PME pour vivre pendant près de 20 ans dans des secteurs qu'on appelle les technologies de contrôle ou les technologies d'analyse, c'est-à-dire en fait dans des métiers qui sont très pointus sur les matériels des systèmes que j'ai créés, inventés ou contribué à inventer, etc., qui ont été utilisés beaucoup dans le milieu bancaire, notamment dans près de plusieurs milliers d'agences bancaires en France et à l'étranger, etc., y compris à la Banque de Grèce, pour vous donner à l'époque où ça allait bien. Non, à l'époque ça allait très mal en fait. Mais bon, ça n'avait rien à voir avec moi. Bref, j'avais une entreprise qui fabriquait des systèmes qui servaient à enregistrer, transmettre du son et de l'image, donc en gros de l'audiovisuel, mais qui permettaient de l'enregistrer, de l'analyser, etc., etc. Bref, des matériels qui ont été utilisés dans le domaine de la vidéosurveillance ou dans le domaine de ce qu'on appelle des contrôles de process, ou de l'analyse comportementale, etc., etc. Donc on va dire que vous êtes à mi-chemin entre l'optique, l'électronique et l'informatique. Voilà, pour faire simple. Donc finalement, tout ça n'est pas très intellectuel, même si c'était un métier qui prenait beaucoup de ressources et de réflexion. C'est pas conceptuel, disons, c'est intellectuel, mais ce n'est pas forcément. Oui, voilà, et puis bon, donc j'ai développé des PME qui se sont plutôt bien portées dans ce domaine, hein, qui ont fait pas mal de bruit, qui sont devenus assez leaders dans leur domaine. Et puis j'ai toujours été aussi un militant écologiste aussi, ça c'est mon adolescence et mes révoltes d'adolescent, puisque j'ai commencé mes premières, je dirais, passions militantes sont venues de l'écologie, enfin se sont inscrits dans la continuité des combats écologistes ou des combats, je dirais, qu'on pourrait qualifier d'environnementaux en fait. J'ai été saisi très jeune par la beauté, une passion particulière pour le monde sauvage, pour la nature, d'une façon générale, pour ce monde-là. Et j'ai été très tôt aussi extrêmement perturbé, extrêmement frappé, dérouté par le saccage profond que notre société fait subir en fait au monde vivant autour de nous, dans un silence total. Et donc j'ai été saisi très jeune par ça. C'est des trucs, vous savez,
on a tous nos sensibilités, puis elles se fixent sur certaines choses selon notre histoire, etc. Moi, j'ai encore de souvenirs de moments de gosses de 8 ans dans des forêts dans les Pyrénées, au soleil, sentant le sous-bois, en fait, et respirant l'air me venant des arbres, avoir l'impression qu'ils m'envoyaient quelque chose, ouais, comme un souffle de vie, etc. Donc, mes premières émotions, elles viennent de là. Et comme disait Louis-Ferdinand Céline, au commencement était l'émotion. Je ne crois pas qu'au commencement était le verbe, je crois qu'au commencement était l'émotion. C'est resté d'ailleurs chez moi, c'est quasiment un fil rouge dans ma façon de travailler, même de penser, et même d'organiser ma pensée encore aujourd'hui. J'ai toujours eu pas mal de réserves à l'égard de la façon dont les gens se construisent un monde intellectuel, un système de pensée en quelque sorte. Et j'ai toujours fonctionné de façon très, très intuitive, à partir précisément d'émotions, voilà, à partir de ressentis. Et donc mes premières émotions m'ont poussé vers ces combats-là, c'est-à-dire vers les combats où on est dans la montagne, où on regarde le cercle rouge de l'œil du gypaète dans les Pyrénées, et où on démonte du matériel de chantier pendant la nuit pour bloquer des autoroutes à camions. Alors justement, que pensez-vous de l'écologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ou telle qu'elle est vendue en quelque sorte par les partis écologistes? Ça serait une longue histoire à expliquer, mais disons que pour comprendre ce qu'est l'écologie, ce qu'elle est devenue, il faut comprendre en fait pas mal de choses, c'est une longue histoire, je vais essayer de vous la faire très courte. L'écologie au départ c'est une science qui se construit sur une idée simple, qui est que tous les scientifiques qui se baladent comme Darwin aux Galapagos dans le monde entier et qui ramènent des insectes ou des animaux plantés sur des trucs ou dans des cages, etc., et qui essaient de les analyser dans des zoos à Londres ou dans des laboratoires à Paris ou ailleurs, s'aperçoivent très vite qu'ils n'arrivent pas à comprendre un grand nombre des particularités des individus qu'ils ramènent, parce que précisément ils font des recherches sur un individu. Et donc ils ne peuvent pas comprendre leurs caractéristiques morphologiques, comportementales, leur stratégie de reproduction, leur phénotype, etc. Ils s'aperçoivent qu'il leur manque des tas de trucs. Et l'écologie naît de ça, c'est-à-dire c'est une méthode, métaodos, qui intervient à la fin du 19e siècle, quand les gens commencent à comprendre que pour analyser, saisir en fait, les particularités d'un organisme, il faut le rattacher au contexte, c'est-à-dire au tissu de relations dans lequel il est inséré, à sa communauté de vie, c'est-à-dire non seulement sa communauté d'espèces, mais à toutes les communautés symbiotique et à l'écosystème dont il fait partie. Et que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi celui-là a les ailes plus petites que celui-là, si vous ne comprenez pas qu'il se reproduit la nuit précisément parce que sur cette île-là, son prédateur principal est un, etc., etc., etc. Et donc, l'écologie naît de ça. Elle naît de cette intuition qu'il faut mettre les choses en contexte pour les comprendre, et que l'individu tout seul ne dit rien, en fait, ne dit pas grand-chose, si on ne le replace pas, si on ne le resitue pas dans le contexte des relations auxquelles il appartient et à laquelle son espèce appartient. Et donc l'écologie naît de ça, de cette mise en contexte. C'est donc, sur le plan de la méthodologie, le contraire d'une utopie. Utopos sans le lieu. Vous voyez ? Et l'écologie, c'est l'inverse. C'est le contraire de l'utopie. C'est la mise en lieu, précisément. C'est la mise en contexte. Voilà, c'est ce qui caractérise la méthode de l'écologie. Et en fait, tous ces gens-là qui vont s'intéresser à ça, qui sont tous des scientifiques, et qui est donc un peu de savoir-faire dans leur façon d'exposer les problèmes, de les analyser, etc., vont se retrouver aux premières loges pour mesurer, quelques années plus tard, l'effet des scientifiques qui sont tous des scientifiques des sciences de la vie. Biologistes, botanistes, pédologistes, pédologues, etc., etc., pas podologues, pas les pieds, mais le sol, etc. Et donc tous ces gens-là vont se retrouver en fait aux premières loges pour mesurer en fait l'impact des activités humaines sur les écosystèmes, et donc vont devenir les premiers lanceurs d'alerte pour dire mais attendez, là on est en train de faire n'importe quoi, on est en train de tout dévaster, c'est une apocalypse quoi. Et voilà de quoi naît l'écologie, et voilà pourquoi les premiers écologistes étaient en fait des gens qui étaient rationnels, avec souvent des formations scientifiques, assez carrées, qui avaient aussi des émotions évidemment, mais on peut être scientifique et avoir des émotions, et simultanément qui étaient des gens qui étaient capables de produire des travaux qui étaient des travaux solides, des argumentaires solides, et donc qui ont été extrêmement performants très vite pour faire entendre leur combat. Ils ont été rejoints progressivement par des strates de population beaucoup plus idéologisées, beaucoup moins scientifiques pour le coup, c'est-à-dire avec des gens qui
qui essayait de revivre ou de reformuler les utopies sociales du 19e siècle, hein, pour faire simple, même si ce n'est pas sans intérêt. Petit à petit, en fait, l'écologie est devenue autre chose que ce qu'elle était, précisément parce que le groupe humain, ou le type humain, les types humains qui l'avaient fait naître, ont été dilués, noyés en quelque sorte, dans un fatras qui est devenu aujourd'hui ce que c'est-à-dire que là on est vraiment au bout du bout, c'est-à-dire que si vous regardez tout le cursus en fait, des dirigeants de l'écologie, ce sont des marketeurs, ce sont des... Voilà, ils n'ont non seulement aucune formation scientifique, mais aucune formation scientifique des sciences de la vie, et donc la vie ne les intéresse pas. L'écologie ne les intéresse pas, en fait. Fondamentalement, ce sont des environnementalistes, des gens qui se posent des questions sur nos interactions avec le monde vivant, etc. Peut-être, pour un certain nombre d'entre eux. La plupart du temps, ils n'en sont même pas là. Hein. C'est beaucoup plus terre-à-terre que ça. Et c'est devenu une écurie politique qui, globalement, aujourd'hui, assure la promotion d'un certain nombre de thématiques qui sont des thématiques oligarchiques, transnationales et oligarchiques, et qui sont devenus aussi un laboratoire de manipulation pour des pouvoirs extérieurs. Ils ont bossé pour les intérêts allemands pendant longtemps. Les Verts ont bossé pendant quasiment 10-15 ans pour des intérêts allemands, pour des intérêts étrangers à la France, pour notamment, par exemple, limiter ses recherches ou flinguer son industrie nucléaire. Mais vous pouvez, par exemple, si vous étudiez qui a lancé en fait, l'écologie comme mouvement institutionnel avec le GIEC, etc., vous trouvez des personnalités comme Maurice Strong. Et donc, cette écologie-là, elle intéressait très vite des gens qui se sont dit, tiens, là, on a la possibilité de... On est comme avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche, on a une niche radicalisée qui touche des problématiques réelles, avec des gens qui sont globalement des gens qui n'ont pas de culture politique, qui sont des naïfs d'une certaine façon, qui ne connaissent pas les réseaux de pouvoir, qui ne connaissent pas les réseaux d'influence, qui ne savent pas qu'on peut être manipulé contre son gré, etc., etc., et qui vont servir de, je dirais, de territoire, d'entrisme, en quelque sorte, à des niches idéologiques, à des gens qui sont, eux, étaient très bien formés intellectuellement et politiquement, comme les trotskistes notamment, mais aussi à des multinationales, à des intérêts étatiques, étrangers, qui vont se servir de l'écologie comme bélier, en quelque sorte, pour contrer des projets, des stratégies, des politiques énergétiques, environnementales, etc. Ça serait une très longue histoire. On pourrait passer 3 heures sur l'histoire de l'écologie, mais c'est un vrai sujet. Et donc, en fait, voilà, je comprends mieux avec cette définition que vous avez de l'écologie, en fait, ce qui rattache à votre attachement au localisme et à l'identité, en fait. Parce que je suppose qu'on a l'impression que vous appliquez, en fait, le paradigme écologiste à l'homme, en quelque sorte. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez ou... C'est-à-dire que, sauf erreur, nous sommes des êtres vivants. Sauf erreur, nous sommes des mammifères. Nous ne sommes pas que ça. Et donc, il n'y a pas besoin d'être écologiste pour savoir que la compréhension du monde vivant, d'une façon générale, que l'on soit écologiste ou pas, quel que soit le biais par lequel on approche ce monde vivant, ça peut être à partir de la microbiologie, à partir de la psychologie évolutionniste ou de tout ce que vous voulez, mais la science qui s'intéresse à la vie et qui essaie de comprendre la vie, d'une façon générale, nous dit quelque chose sur nous-mêmes aussi. Et puis il y a un phénomène inverse, qui est un phénomène, lui, très intellectuel et très idéologico-politique, qui a été pointé par des philosophes il y a bien longtemps, qui nous dit aussi, qui nous rappelle que les gens ont tendance à raconter la nature, à avoir un discours sur la nature, sur l'ordre du monde, de la vie et de la nature, qui sert globalement un petit peu leur vision du monde. Par exemple, on sait qu'à droite, on a une vision très atomiste, individualiste et compétitiviste des relations du vivant. On a tendance à se représenter les choses un petit peu dans une version caricaturale de Darwin, avec la lutte pour la vie, avec des êtres vivants en compétition, des espèces en compétition les unes avec les autres. Voilà, c'est une vision très compétitiviste, darwinienne, qui a donné le darwinisme social d'ailleurs, qui est assez largement diffusée à droite et dans les milieux libéraux de droite, etc. etc. Alors qu'à gauche, on a une vision plutôt coopérativiste du vivant. Le fameux écrit de Kropotkin sur la collaboration, enfin la coopération dans le monde animal, je crois que c'était ça. Oui, alors c'est un exemple, mais il y en a beaucoup, effectivement, beaucoup d'autres. D'une façon générale, les idéologies politiques ou les idéologues, les gens qui créent des systèmes politiques, veulent raconter la nature selon
ce qu'ils veulent faire dans la société. Vous voyez? Alors, j'essaye d'éviter ce biais-là. C'est-à-dire, j'essaye d'éviter de raconter la nature, ce que je veux faire, ou ce que je crois être bon, parce que j'ai compris le mécanisme depuis longtemps, et que c'est bon, on a donné, quoi. La raison, une chose est sûre, par contre, ça c'est une certitude, c'est qu'un politique, un intellectuel ou un philosophe qui prétend penser sans s'intéresser jamais à la réalité du monde, c'est-à-dire notamment à la science, mais pas que, la science au sens très large du terme, hein. On ne parle pas du mandarinat scientifique là, mais qui s'intéresse au monde, qui cherche à étudier le monde dans lequel il vit, à le comprendre et avoir prise sur ce monde, sans jamais se lire d'études scientifiques ou se référer en fait à l'accès à la connaissance selon la méthode scientifique, me pose un vrai problème. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, puisque nous sommes sur ce chapitre-là, oui. Ne trouvez-vous pas qu'il y a précisément dans le monde, dans les élites de façon générale, qu'elles soient médiatiques, politiques, peut-être économiques, mais surtout médiatiques et politiques, un manque cruel de formation scientifique et de façon générale d'esprit scientifique et de culture scientifique? Oui, mais c'est particulièrement défaut en fait. C'est particulièrement vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. C'est très vrai, je l'ai pointé dans le monde des écologistes, où ça devrait être normalement... voilà. Il n'y a qu'à regarder Marine Tondelier, vous parlez de problématiques environnementales, de climat ou de toute autre chose. C'est une catastrophe à chaque fois. Elle ne peut pas aborder un sujet sans dire des conneries. C'est épouvantable. Donc, en fait, il faudrait créer un bureau des contre-falsifications pour systématiquement... mais il faudrait du temps et de l'argent. Mais franchement, il y a un boulot, hein, c'est du plein temps quasiment. Le nombre de conneries que ces gens-là peuvent envoyer en fait dans le cerveau, dans le temps de cerveau disponible des gens, à longueur de journée sur à peu près tous les sujets qu'ils abordent, c'est quelque chose de phénoménal. Et c'est pas simplement sur les questions environnementales. Hein, par exemple, elle nous parlait il n'y a pas très longtemps du fait que les femmes c'était il y a une semaine je crois, elle nous parlait il y a une semaine du fait que les femmes décrochaient dans les résultats scientifiques, dans l'intérêt qu'ils avaient pour les mathématiques, dès leur entrée à l'école. Et évidemment, elle attribuait ça, je dirais, au biais de genre, en quelque sorte. Au patriarcat. Au biais de genre, c'est-à-dire à la pression de l'influence, en quelque sorte, d'un conditionnement genré qui forcerait, en quelque sorte, les femmes, etc. etc. Alors bon, j'avais le temps ce jour-là, j'ai pris 20 minutes pour faire un tweet et lui répondre avec 5 références et 5 études scientifiques. Non seulement c'est faux, mais en plus, des études ont démontré que plus on les cède la liberté, et pas simplement la liberté de décision, mais la liberté possible, la liberté concrète, pas la liberté qui dit « je veux pouvoir faire ce que je veux », mais concrètement cette vraie liberté qui consiste à dire « je veux pouvoir et j'ai la possibilité, parce que financièrement j'ai la possibilité de le faire », que lorsqu'on laissait aux femmes la possibilité non seulement de choisir ce qu'elles voulaient faire, mais d'avoir la liberté financière et matérielle de pouvoir le faire, elles choisissaient systématiquement des professions qui étaient considérées comme les professions féminines par l'idéologie féministe, et non pas les professions dites masculines ou considérées comme masculinistes par les milieux féministes. Et donc, mais en fait, bon, je donne un exemple comme ça vite fait, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on est confronté en fait à une somme d'intervenants dans le monde, chez les journalistes, chez les influenceurs, de gens qui ne travaillent pas, qui ne cherchent pas à savoir si ce qu'ils disent est vrai ou pas, qui ne cherchent pas à comprendre, qui veulent simplement dire ce qu'ils ont à dire. Et en fait, on a une dégradation très sérieuse de niveau qui n'est pas simplement due à la baisse tendancielle du quotient intellectuel dans les sociétés industrielles du début du XXIe siècle, mais qui est réellement liée en fait à une question de cursus. En fait, aujourd'hui, les plus idiots font de la politique, malheureusement. Les plus crétins font de la politique, les moins formés, les moins structurés, les moins intelligents font de la politique. Tous les gens qui sont les plus intelligents vont aujourd'hui vers d'autres carrières, d'autres métiers, qui ne servent pas la communauté, qui ne servent pas le peuple, qui ne servent pas le collectif, et donc s'orientent vers des métiers qui, globalement, leur permettent de servir des intérêts, qui sont des intérêts privés, ou leurs propres intérêts, je l'espère au moins, ceux de leur famille parfois, et ceux de l'entreprise ou des structures dans lesquelles ils travaillent, dans le monde scientifique ou dans le monde de l'entreprise, dans la finance ou ailleurs. Mais là où on aurait besoin précisément d'esprit large, de gens qui réfléchissent,
qui est capable de construire un raisonnement ou, ad minima, n'étant pas des spécialistes, s'entourant de gens qui ont la possibilité de le faire, etc. C'est pas ce que je vois. Des politiques de premier plan, j'en ai rencontré, j'en connais quelques-uns, je vois comment ils travaillent. En fait, la vérité ne compte pas. Les faits ne comptent pas. La science ne compte pas. C'est quand elle leur retombe sur la gueule comme une réalité, je dirais, statistique, ou comme une réalité concrète sous la forme de résultats économiques, enfin de choses très... Voilà, c'est à ce moment-là que le réel, il découvre le réel. Regardez Macron, commençant son quinquennat en démontant les centrales nucléaires et terminant son quinquennat en vous... Non mais ce type était censé être un mec brillant, super intelligent, c'était un HPI, hein, normalement, c'était comme ça qu'il nous était présenté. Ce type est un crétin. Et c'est pas un crétin parce que c'est un crétin parce que c'était un gamin qui n'avait pas la formation pour le faire et qui s'est retrouvé en situation de prendre des décisions sur des segments sur lesquels il n'avait ni la formation ni le personnel pour être capable de peser. Bon, et on en est là. Quand on a des petits Césars comme ça, des petits Caligula de partis qui sont arrivés là où ils sont à force de gratter, de lécher, de gratter, de lécher, de gratter pendant des années et qui finalement se retrouvent propulsés à la tête d'un parti, d'un mouvement, d'une structure, etc., etc. Quelles sont les qualités qu'on leur demande? Quel est le processus sélectif qu'on a accepté et qui s'est mis en place dans le monde politique? Sur quoi repose-t-il, en fait? Parce que c'est bien, on parle toujours, ces gens-là, les gens de droite, nous parlent toujours de la lutte pour la vie, etc., des relations compétitives dans le monde vivant. Appliquez ça dans vos partis politiques. Montrez-nous ce qui est concrètement le principe sélectif que vous avez mis en place et qui aboutit à une méritocratie réelle. C'est-à-dire au fait que ça soit les plus intelligents, les plus compétents qui montent. Est-ce qu'il y a une seule personne aujourd'hui à qui je peux dire ça et qui peut faire autre chose que sourire? Alors Laurent Auzon, vous avez eu maille à partir, ou en tout cas vous avez débattu avec François Bégaudeau, ou contre François Bégaudeau, je ne sais pas très bien comment il faudrait dire, récemment donc dans un média concurrent, donc orienté à gauche, à l'extrême gauche même. Ça vous a valu une petite peut-être notoriété dans un milieu qui ne vous connaît a priori pas bien. Je ne sais pas très bien quels sont les retours que vous avez eus, mais qu'avez-vous pensé de l'expérience et quel bilan tirez-vous finalement de cet exercice? Bon, c'est évidemment très décevant, parce que je suis un grand naïf, moi, finalement. J'y suis allé en me disant, voilà, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui doivent avoir un point de vue à défendre, et qui, globalement, c'est plutôt l'impression que j'avais, d'ailleurs, ont décidé de le faire de façon honnête. C'est-à-dire, vous savez, dans une confrontation d'idées, etc., avec une personne au milieu pour gérer l'échange, etc. Et je me suis retrouvé, globalement, je m'y attendais un tout petit peu après avoir vu l'invitation qui avait été faite à Pierre-Yves Rougeron, qui s'était transformé en véritable traquenard, parce qu'on sentait des gens qui ne voulaient pas chercher à comprendre en fait ce que je disais, mais qui cherchaient en permanence à reformuler. C'était un exercice assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de ce que vous leur dites, mais qui reformulent ce que vous leur dites pour le réinterpréter, bien sûr en mettant leur estampille, leur coup de tampon ou leur post-it dessus, avec marqué « attention danger »,« méchant », et qui ne veulent pas écouter réellement ce que vous avez à leur dire. Bégaudeau, c'est un type drôle quand même, hein. Enfin, il a de l'esprit, il est intelligent, il n'est pas si politique que ça, et bon, lui aussi, c'est pas un scientifique du tout, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la rationalité est assez loin chez lui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a une vraie sensibilité et un vrai bon sens à sa mesure, on va dire. Mais par contre, le problème de cet entretien, ça a été évidemment le boulot d'Aude Lancelin et le boulot d'animation de ce débat. Ce que François Bégaudeau m'a dit à la fin, vous avez gagné. Et puis Aude Lancelin lui a dit tout de suite, non, tu peux pas dire ça, etc. Donc une sorte de... Voilà. Mais plus grave ensuite, leur sélection des passages, où ils ont extrait des passages en fait pour attirer les gens vers leur émission, qui étaient systématiquement favorables à François Bégaudeau et qui m'étaient systématiquement défavorables. Ça, j'ai pas beaucoup aimé, j'ai pas aimé la façon de procéder. Et alors le pire de tout, c'est il y a quelques jours, ils ont refait une émission où ils discutaient là pour le coup tous les deux, donc là ils risquaient pas d'être contredits, et dans lequel ils ont fait complètement, en fait, ils ont refait l'émission, enfin ils ont refait le match. Ils ont refait le match tous les deux, tout seuls, comme des grands, avec un certain nombre diffamant à plusieurs reprises, ce que j'ai trouvé assez lamentable. Alors maintenant, si on met ça de côté, et toute cette petite affaire de côté qui n'est pas très importante, ce que j'en ai tiré, c'est quoi ?
J'en ai tiré d'abord l'impression que, je vais vous le dire de façon très, très brute, je ne prends pas de pincettes, j'ai l'impression qu'ils sont dans les choux. Mais c'est même pas une impression, c'est une certitude maintenant. J'avais des doutes avant. Je me disais, bon, il y a quand même chez ces gens-là un problème peut-être qu'ils n'ont pas les médias pour pouvoir s'exprimer, que leur pensée est construite. Quand vous dites ces gens-là, c'est eux en particulier ou... Leur famille politique. Leur famille politique. Et comment vous la définiriez? Ce sont des marxistes, globalement. Les anarcho-marxistes, c'est l'extrême gauche, avec toutes ces sensibilités. Mais on a visiblement affaire à des gens qui ne pensent plus, qui ne réfléchissent plus, qui se sont créés des petites cases dans lesquelles ils essayent de ranger les gens, qui ne sont plus du tout attentifs au débat d'idées, qui sont plus en phase avec les débats d'idées. Et je dirais, ce qui est assez paradoxal, parce que je vous disais beaucoup de mal du monde écologiste politique tout à l'heure, s'il y a encore un endroit où il y a encore une vraie pensée innovante, des vraies recherches, par exemple sur les implications que vont avoir dans les paradigmes scientifiques, mais aussi dans les paradigmes idéologiques à l'avenir, de nouvelles notions comme toutes les recherches qui se font autour de la mycothérapie, enfin, autour des problématiques de renouvellement en fait, des interactions sociales, du rapport à la nature, etc. Il y a encore des recherches, il y a encore des gens qui pensent dans certains... Je ne sais pas si vous connaissez Seulos, par exemple, Marc-André Seulos, avec son livre Jamais seul, qui est un livre qui étudie en fait les relations symbiotiques entre les êtres vivants et les êtres vivants entre eux, ce qui est la première fonction de l'écologie, hein, l'étude des relations des êtres vivants avec leur environnement, leur milieu, au sens large du terme. Et donc il y a encore des gens qui effectivement créent, qui ont encore une pensée riche, qui font des recherches. Il y a encore un monde à gauche, qui se pense de gauche lui-même, hein, parce que la gauche, c'est une notion à définir. Mais là, on sent qu'on est vraiment dans les fonds de tiroir à poussière de gens pour lesquels il est clair qu'il y a une radicalité. Il reste une radicalité politique qui se cherche, mais qui ne sont plus du tout, qui ne veulent plus réfléchir. Ils ont perdu toute souplesse. On a eu l'impression d'une fossilisation complète en fait de la pensée. Un petit peu radical, mais radical en bocal, vous voyez, une sorte d'ambiance un petit peu comme ça. Et alors, c'est ce qui m'a frappé, en fait. Non pas parce qu'on n'était pas d'accord, parce que ça, c'était couru d'avance, qu'on n'allait pas être d'accord, mais parce que, globalement, c'était très décevant, en fait, de voir des gens si peu capables de se remettre en question, si peu capables d'essayer de vous comprendre et de rentrer dans votre système mental, quand vous êtes leur invité et qu'ils viennent vous chercher. Je veux dire, encore une fois, je leur ai rien demandé, moi. Je ne suis pas venu les chercher pour leur dire... C'est Aude Lancelin qui a lourdement insisté pour que je participe à son émission, qui prétendait me le lire ou m'avoir lu, avoir écouté, etc. Donc je me suis dit, bon, ben voilà quelqu'un avec lequel on va pouvoir parler. D'autant plus qu'on a des points d'accord en termes politiques avec Aude Lancelin sur la question des Gilets jaunes, même si elle ne l'a pas analysé comme je l'ai analysé, parce que moi j'ai vu dans les non-dits des actions des Gilets jaunes, j'ai vu des choses qu'elle n'a pas vues, évidemment. Ça fait partie du débat, d'ailleurs. Oui, je me souviens bien. Donc on n'est pas d'accord, évidemment qu'on n'était pas d'accord sur tout. Donc c'est pour ça que naïvement, je m'attendais en fait à effectivement un peu plus d'interaction, de curiosité et de souplesse de leur part. Et je suis tombé, c'était Jurassic Park. Alors, un passage en particulier, moi, a retenu mon attention. C'est celui où vous expliquez donc à François Bégodeau, que l'Union européenne organise et finance, en fait, oui, la migration des subsahariens dans les pays du Maghreb, oui, pour faire simple, dont on voit d'ailleurs les conséquences, puisque régulièrement, il y a des dépêches de presse qui sortent qui expliquent que le gouvernement algérien ou tunisien a reconduit 1000 ou 1500 sahéliens, enfin des Maliens, des Guinéens, etc., aux portes du désert, et puis avec une bouteille d'eau et rouler jeunesse, quoi. D'abord, pouvez-vous nous en dire plus sur ces mouvements de migration en particulier et sur le rôle que l'Union européenne joue exactement? Parce que vous n'avez pas vraiment pu le développer au cours de l'émission. Alors, j'en ai parlé pendant ce débat parce que j'étais sûr que ça allait leur faire toucher les fils. Ils ont eu les fils qui se touchaient. Parce que clairement, quelqu'un qui s'intéresse à l'immigration et qui ne leur dit pas on est envahi et il faut foutre les Arabes dehors, c'est un type qui ne rentre pas dans leur cadre. Donc c'est sûr que pour ça, ils ont beaucoup de gens. Hein, ils ont des Damien Rieu, il y en a à l'appel. Donc, globalement, des gens qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et qu'on passe leur temps à prendre des photos de mecs en train de faire des prières ou de se plaindre du sort des femmes dans les sociétés islamiques, il y en a beaucoup. À l'extrême droite, il y en a des tartoches. Une sorte de commerce.
C'est normal parce que on est là sur des stress fondamentaux de l'espèce humaine, le territoire, les ressources et la reproduction, qui sont des stress chez tous les mammifères. Et donc on ne peut pas attendre que, à partir du moment où vous créez, en fait, vous activez ces stress-là, des stress de survie, hein, des stress d'anxiété profonde, de sécurité, etc., on ne peut pas attendre chez des gens qui ont été pris par ces colères-là, par ces passions-là, par ces peurs-là, on ne peut pas attendre non plus des comportements, des analyses, une position froide. La plupart sont remués, les gens qui s'intéressent à ça sont des gens qui ont été remués pour des raisons personnelles que je peux parfaitement comprendre. Les mecs qui caricaturent ça en disant « tu t'es fait piquer ton pain au chocolat dans la cour de récréation par Mohamed », c'est une caricature, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui se sentent réellement niés dans leur existence propre, comme individus, et parfois simplement aussi comme famille, ou comme représentants d'un peuple ou d'une culture, qui se sentent chez eux, qui se sentent envahis, et cette peur-là, ces angoisses qui naissent de ça, et qui alimentent une xénophobie que je trouve parfaitement explicable et compréhensible, parce qu'elle est universelle, hein, parce que tous les mammifères ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, et en particulier quand ceux qui ne connaissent pas les menacent, il ne faut pas s'étonner d'avoir des comportements caricaturaux. Bon, donc tout ça n'est pas un problème en fait. Voilà. Simplement, ils auraient dû comprendre, les gens qui m'invitaient, ils auraient dû comprendre que c'est un phénomène universel précisément. Et que le problème aujourd'hui, c'est pas tant l'immigration, c'est-à-dire la mobilité qui a certes augmenté, et on comprend pourquoi elle a augmenté, on n'a pas besoin de s'expliquer les uns les autres sur tiens, pourquoi la mobilité a augmenté? Bah, tout le monde sait pourquoi elle a augmenté. Non, là on parle d'autre chose, on parle d'un phénomène industriel. On parle d'une industrialisation de phénomènes de masse industriels, utilisant, déplaçant, organisant la destruction de pays entiers et déplaçant des millions de personnes sur des pays, sur des distances plus ou moins longues, pour en déstabiliser d'autres. C'est-à-dire une sorte de jeu de bowling, de jeu de billard, pardon, hein, où une boule va en pousser une autre, qui va en pousser une autre, etc., etc. Et cette stratégie, en fait, là, de déstabilisation de pays, nous n'en sommes pas les seules victimes. Il faut le comprendre. Et le jour où les gens qui s'intéressent aux questions migratoires auront pigé ça, je crois qu'ils auront avancé un petit peu. Nous ne sommes pas les seules victimes de cela. Si vous regardez les phénomènes migratoires, il y a eu 38 millions de personnes déplacées par les guerres du complexe militaro-industriel et des néoconservateurs, la politique des néoconservateurs des États-Unis depuis 30 ans, a fait déplacer 38 millions de personnes. C'est un rapport, je l'ai publié, qui est un rapport américain qui l'explique, etc. Les fameux réfugiés syriens, le million de réfugiés Entre syriens. autres, non, mais il y a plusieurs millions, et la plupart sont allés en Turquie. Il faut se rappeler que s'il y a eu des candidatures aussi, un des candidats contre Erdogan lors de la dernière présidentielle, c'était un type dont le programme était de renvoyer les Syriens de l'autre côté, parce qu'ils avaient l'impression quand même qu'ils en avaient pris un peu trop, et que ça commençait à leur poser des problèmes de cohabitation, etc., etc. Quand un Français entend parler de ça, il se dit « Ok, les Turcs, les Syriens, est-ce que vraiment c'est très différent? Est-ce que machin, etc. » Et oui, précisément. C'est sûr que quand tu habites dans le Berry, tu te dis voilà. Mais pour eux, c'est beaucoup. Et donc les 38 millions de personnes qui ont été déplacées, elles ont été déplacées en Turquie, elles ont été déplacées en Libye, elles ont été déplacées au Liban, elles ont été déplacées, etc., etc. Et donc nous, quand on aborde ces questions, nous, personnes rationnelles, si nous souhaitons aborder ces questions, nous devons le faire en tenant compte de ça, c'est-à-dire du tableau complet. Et comprendre le tableau complet, c'est comprendre que les pays d'émigration sont aussi des pays d'immigration aujourd'hui. Il y a eu des phases, vous savez, l'Italie, il y a eu la période où l'Italie exportait sa population, avait une démographie qui faisait qu'il y avait des travailleurs italiens un peu partout, machin, etc., etc., pour des raisons économiques et démographiques. Et puis ensuite, mutation démographique, mutation économique, on est passé à autre chose, etc. Aujourd'hui, vous avez des pays qui exportent leur population, c'est-à-dire qui projettent leur population à l'extérieur, typiquement la Tunisie, et qui en même temps subissent des vagues migratoires extrêmement dures, avec des implantations massives de population, qui leur sont imposées, et qui sont en plus financées par des gens qui leur disent « il faut lutter contre l'immigration ». Quand ils le peuvent, il faudrait quand même essayer de limiter un peu contre les bateaux qui acheminent des migrants vers Lampedusa. Donc on a le gouvernement tunisien, dont on dit beaucoup de mal. Le président tunisien est un affreux bonhomme qui ne veut pas faire copain-copain, et donc il a un peu tout le monde contre lui, on va dire. Mais ce gars-là a dit ce qu'il avait à dire, cet homme-là a dit ce qu'il avait à dire.
Il a dit nous devons veiller à préserver notre particularité, notre spécificité culturelle et anthropologique. La souveraineté, dans toutes les questions de souveraineté. Qu'est-ce qu'une souveraineté qui ne serait pas une souveraineté anthropologique? Qui ne serait pas la possibilité de pouvoir continuer à dire ou à décider de ce que nous voulons être dans le temps aussi, et pas simplement de nos frontières ou du type de monnaie que nous allons utiliser. La souveraineté, c'est fondamental en politique. C'est ce qui nous permet, c'est le moyen par lequel nous pouvons agir sur les choses. C'est comme un type qui me dirait, moi je suis pour, j'en sais rien, pour la retraite à 85 ans, ce que vous voulez. Bon, il y a un moment où quand tu fais de la politique, il y a deux questions que tu te poses, c'est est-ce que je vais pouvoir faire ou est-ce que je ne vais pas pouvoir faire? C'est la seule question qui devrait commencer, par lequel devrait commencer tout débat en politique. C'est ok, attends, on va simplement parler de ce que tu peux faire plutôt de ce que tu voudrais faire. Et si on commençait tout débat politique par la question ok, qu'est-ce que tu peux faire réellement? Ben, en fait, ça plierait le jeu dès le départ. On sait que le problème aujourd'hui, c'est un problème, notre problème de souveraineté, c'est un problème fondamental. C'est un problème qui précède tous les autres, parce qu'il ne définit pas simplement ce qu'on veut faire, surtout, il détermine ce que l'on a le droit, ce qu'on a la possibilité de faire réellement. Je dirais c'est le préalable à toute discussion politique. Voilà. Et donc voilà pourquoi c'est une question fondamentale. Et je dirais la souveraineté profonde, si on veut éviter simplement d'aborder cette question-là avec les lunettes des paléo-souverainistes qui ont lu Bodin et Hobbes et qui ont une conception un petit peu... Oui, qui ont une conception un peu psychologique de l'État-nation, machin, etc. Et pour qui les questions de souveraineté se résument à la question de l'Union européenne, de la monnaie, etc. Si on veut aller au-delà de ça, il y a les questions de souveraineté alimentaire. Bon, ce sont des questions fondamentales. Comment est-ce qu'on peut assurer la souveraineté d'un pays, même si on a notre propre monnaie, quand on n'est pas capable de nourrir sa population, ou quand on n'a même pas l'équivalent de 3 jours d'autonomie de médicaments pour soigner sa propre population? Qui peut me dire qu'un pays, même s'il a sa propre monnaie, son propre gouvernement, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, et qui n'est même pas capable de nourrir sa population ou de la soigner, les 3 critères, c'est se soigner, se nourrir, se protéger, les 3 premiers étages de la pyramide de Maslow, tout souverainiste qui n'est pas capable d'assurer ces 3 premiers étages de la pyramide de Maslow est un jean-foutre, par définition, parce que, je veux dire, les questions de monnaie, c'est vrai que c'est fondamental et c'est un outil pour le reste, mais concrètement, c'est ces questions-là qui se posent. Et avec la question de l'identité qu'on a toujours tendance à opposer de façon un petit peu artificielle aux questions de souveraineté, comme s'il y avait une sorte de hiérarchie entre les deux, et qu'est-ce qui serait le plus important, etc. Mais la question de l'identité, qui est plutôt une question de l'appartenance, du devenir, d'une certaine façon, c'est une question de souveraineté fondamentale. C'est ce qu'on appelle la souveraineté anthropologique. C'est qu'est-ce que nous voulons être demain ? Qu'est-ce que nous voulons être demain? Est-ce que nous avons le droit de décider de ce que nous voulons être, de la façon dont nous nous imaginons comme peuple demain? À partir du moment où on n'a même pas cette possibilité-là, c'est un peu comme un type qui vous dirait oui, alors j'ai l'intention de changer de faire ci et ça dans l'immeuble et la copropriété, mais dont toutes les portes et tous les volets seraient ouvertes et dans laquelle n'importe qui pourrait venir s'installer. Ça n'aurait pas de sens. Donc en fait, il n'y a pas d'opposition en fait, à avoir entre les problématiques d'identité et de souveraineté. La question de la souveraineté implique de facto la maîtrise de son destin. La maîtrise de son destin, la maîtrise des moyens de sa politique, mais aussi la maîtrise des 3 premiers étages de la pyramide de Maslow dont je parlais tout à l'heure. Là aussi, on tombe sur des trucs extrêmement concrets. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. On parlait du fait que l'Union européenne finance donc l'immigration au Maghreb. Au Maghreb, pas du Maghreb. Au Maghreb. Voilà, et donc Bégodeau avait les fils qui se touchaient pendant le débat. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je lui parle de ça. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui parle de ça. Moi, j'en parle, et j'en parle depuis longtemps. J'en parle avec des Tunisiens, avec des Marocains, avec des Algériens. J'en parle depuis longtemps parce que je sais que ces gens vont se faire... Il faut qu'ils m'écoutent. Ceux qui m'écoutent me comprennent bien. Je le dis très sérieusement. Je le dis depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Ces gens-là ont une continuité territoriale. Alors, il y a certes le Sahara entre les deux, mais une continuité territoriale avec des populations qui sont en train d'exploser démographiquement.
qui seront autour, la plupart des données donnent autour de 2,5 à 3 milliards d'habitants en Afrique subsaharienne, l'équivalent de 40% de la population mondiale à la fin de ce siècle. En face de ça, vous avez des pays dans lesquels vous avez quelques dizaines de millions d'habitants. Je crois qu'on est autour de 90 millions d'habitants dans tout le Maghreb aujourd'hui. Donc Tunisie, Maroc, Libye, Algérie, 90 millions d'habitants, avec une démographie qui est en phase de stabilisation et qui se rapproche, par exemple pour la Tunisie, des standards de l'Europe même. En plus, c'est un cordon littoral, parce qu'une grande partie est inexploitable. Enfin, en tout cas, au niveau alimentaire. Ce que je veux dire, c'est que ces peuples qui vivent là, les peuples qui vivent là, depuis des millénaires, on ne parle pas de gens qui se sont installés récemment, on parle de peuples qui vivent là depuis des millénaires, ces gens-là, ces peuples-là, seront littéralement culbutés dans les années qui viennent, seront bousculés, seront effacés en tant que peuple culturel et en tant qu'État doté en tant que peuple doté d'un État propre et d'un destin politique propre, dans les 30 ans à venir, s'ils ne réagissent pas. Il y a 700 millions d'Européens en Europe, si on inclut la Russie, parce que les Européens nous parlent rarement de la Russie quand ils oublient, c'est bizarre. Le premier pays européen est toujours oublié quand on parle d'Europe. Voilà, il y a du monde en Europe. Le Maghreb, 90 millions de personnes et continuité territoriale, il n'y a même pas la mer Méditerranée. Donc si nous ne nous entendons pas avec ces gens-là, si nous n'arrivons pas à travailler avec eux, ils souffriront, nous souffrirons, mais ils souffriront beaucoup aussi. Nous devons nous entendre, nous devons pouvoir travailler avec ces populations. Nous devons pouvoir travailler avec ces États pour résoudre ces problèmes-là, dès maintenant. Alors, ouvrons le dernier volet de cet entretien sur une question que nous n'avons jamais abordée avec aucun invité à présent, qui est celui de l'influence de la technique sur la politique et sur le contrôle social. C'est-à-dire, on voit se dessiner de plus en plus, depuis quelques années, mais maintenant avec l'intelligence artificielle, ça s'accentue, l'idée que finalement, la technique pourrait suppléer aux politiques simplement avec une série d'algorithmes, avec des moyens techniques extrêmement puissants. Donc on a les drones pour la guerre, on a les caméras de surveillance de plus en plus intrusives pour ce qui est de la police générale, et avec maintenant plus le danger, si je puis dire, ou l'espoir pour certains, je ne sais pas, de l'intelligence artificielle qui chapeauterait tout ça et qui nous créerait une sorte de dystopie absolument délirante, une sorte d'état universel, si on y ajoute en plus la mondialisation, le sans-frontiérisme, etc., qui conduirait en fait à ce que la politique soit remplacée par la gestion de foule de façon brutale, quoi. Donc, quelle est votre opinion? Moi, je trouve ça intéressant de vous poser la question parce que précisément, vous avez travaillé dans ce domaine. Oui, alors j'ai travaillé, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans ce domaine-là. C'est-à-dire, j'ai conçu, vendu et conçu des systèmes qui pouvaient être utilisés et qui ont été utilisés pour faire ce qu'on appelle du contrôle social, d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle des technologies de contrôle, d'analyse, qui sont très utiles quand vous gérez des sites Céveso, des risques de sécurité lourds, etc. Et à l'époque, j'avais déjà eu un entretien avec une revue anarchiste, qui se retrouve d'ailleurs assez en ligne, qui s'appelait Le Continuum de la sécurité. Les gens retrouveront avec ce nom-là, en mettant mon nom et le Continuum de la sécurité. Donc une revue anarchiste qui était venue me dire, on vous connaît, vous, on sait d'où vous venez, qu'est-ce que vous foutez là-dedans, quoi. Et donc, on avait une discussion intéressante là-dessus. On ne va pas refaire l'entretien que j'ai fait à l'époque, parce que les choses ont pas mal bougé depuis, et puis ma façon de voir les choses aussi a un petit peu évolué. Mais ce qu'on peut dire, simplement, c'est que cette évolution est le résultat de plusieurs facteurs. Le premier de ces facteurs, ça a été la numérisation, qui est quand même quelque chose qui est passé, mais alors... tout le monde a dit « Ah bah tiens, c'est chouette, on va numériser ». Avant, nos supports étaient analogiques, les caméras étaient analogiques, avant, les caméras tubes étaient analogiques. On avait de très belles images d'ailleurs avec. Mais on a commencé à faire des caméras dans lesquelles on embarquait en fait les serveurs. Donc on a commencé à digitaliser. Qui dit digitalisation dit numérisation, et donc compression, dégradation, etc., échantillonnage. Bref, on ne va pas parler technique ici, mais implique inévitablement la capacité de produire des datas. Et donc, en fait, la dataisation du monde,
c'est-à-dire la transformation du monde réel en data, stockable, interrogeable, et capable de fournir à des unités algorithmiques, appelons ça comme ça, plutôt que parler d'intelligence artificielle, parce que la notion d'intelligence, on pourra avoir une bonne discussion là-dessus. Je viens de terminer un article assez long pour une revue sur la question de l'intelligence, des intelligences ou de l'intelligence, intelligence générale, QI, etc., etc. Mais si on s'intéresse à l'intelligence réelle, l'intelligence artificielle, la question de savoir si c'est une intelligence, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est une intelligence? Est-ce que ça va en devenir une? Etc. Ce sont des vrais sujets. Donc évacuons cette question-là. Par contre, on peut parler effectivement de traitement algorithmique des données, sans aucun problème. Et donc cette algorithmisation de notre dataisation, c'est-à-dire cette utilisation par des algorithmes de data que nous produisons en masse et de façon exponentielle depuis quelques dizaines d'années, est en train de changer le monde dans lequel nous vivons, très clairement. Pour le meilleur, pour un certain nombre de sujets, avec des phénomènes d'accélération, de productivité, d'accélération productive phénoménale, qui rend le sujet un petit peu, qui commence à présenter ce sujet-là comme un sujet idéal pour les pervers narcissiques, comme Laurent Alexandre, par exemple, quand il nous explique que nous allons tous être écrasés, broyés comme des merdes si nous n'avons pas 150 de QI et que tous les autres seront des esclaves, tandis que les dieux règneront sur la machine, les algorithmes, etc. Et donc on sent chez eux une sorte de petit plaisir pervers à imaginer cette destruction et cet écrasement de la quasi-totalité de l'humanité par globalement des moyens techniques qu'ils ne comprennent pas bien, parce qu'on pourra dire beaucoup de choses de Laurent Alexandre, c'est un excellent vulgarisateur, mais sur les questions d'algorithmique, il n'y comprend rien. Et donc, on a un phénomène qui est aujourd'hui largement incontrôlable. Il faut comprendre qu'il obéit en même temps, en plus, il est alimenté par deux dynamiques particulières. La première, c'est que nous construisons des sociétés qui ne sont plus capables de régulation efficace par les méthodes historiques qui étaient celles des sociétés humaines, c'est-à-dire la régulation par la proximité, la culture et la réputation. Ça, c'est les expériences d'Axelrod, dont je parle souvent. Donc en clair, le fait que en fait, c'est dans des sociétés de culture où les gens se connaissent et se pratiquent de façon régulière qu'ils trouvent les moyens de coordonner et d'ajuster leur comportement les uns aux autres pour défendre leur propre réputation, etc. C'est le contrôle, c'est la responsabilité du chef d'entreprise quand il produit des produits qui vont être vendus à des gens qui sont ses voisins ou dont les parents ou à des gosses qui vont dans la même école que ces gosses, ou de gens qu'il va croiser dans la rue en allant travailler, ou qui sont de la même famille que les gens qui travaillent de son entreprise. Et donc de cette responsabilité qui naît de la proximité et de la réputation, du contrôle de la réputation, qui est aussi une motivation fondamentale du chef d'entreprise. On dit toujours le chef d'entreprise, etc. Il n'y a qu'à regarder les travaux de Marcel Mauss qui ont bien montré que depuis les travaux sur le potlatch, etc., que en fait, fondamentalement, la motivation principale de l'être humain qui veut devenir chef d'entreprise, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est la réputation, c'est le prestige. C'est la gloire sociale, la valorisation sociale. Bref, passons là-dessus, c'est des vraies questions qu'on pourrait avoir si on avait un débat avec des anarchistes sur des questions anthropologiques aujourd'hui. Mais pour en revenir à notre question de contrôle social, on a donc un système aujourd'hui qui prend en charge ce que les communautés de culture ne peuvent plus prendre en charge. Pourquoi elles ne peuvent plus le prendre en charge? Précisément parce qu'elles sont brisées. Elles sont méthodiquement divisées, brisées, démoralisées. Nous fabriquons des sociétés qui sont des sociétés post-culturelles, même pas multiculturelles. Il y a encore des gens qui réussissent à préserver leur culture tant bien que mal, population d'Afrique subsaharienne ou d'autres qui sont tenus par la religion, etc., qui réussissent à maintenir contre la société, je dirais, un semblant de culture familiale ou de culture particulière de leurs origines ou de leur monde, etc., etc. Il y a des niches, on va dire. Mais nous vivons dans des sociétés où la culture commune est brisée. Et donc, les normes de valeurs communes, celles qui permettent les ajustements de comportement, ne fonctionnent plus. Et donc quand vous vivez dans une société comme ça, dans des sociétés où la culture ne peut plus jouer son rôle pour réguler les comportements, vous devez en fait utiliser les moyens historiques qu'ont les civilisations, les grands ensembles, les États, pour réguler les comportements des sociétés qu'ils ont détruits, en particulier dans les grandes villes, la technique,
la monnaie, la loi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans une société où on peut se prendre un procès si on a laissé traîner un bidon d'huile, pas la bonne truc, si on n'a pas mis le panneau dire attention, bidon d'huile qui pourrait éventuellement se renverser, sur lequel vous pourriez éventuellement glisser, mais attention, si vous glissez, vous pouvez vous rattraper à la barrière qui est sur votre gauche, etc. Est-ce qu'elle est placée à la bonne hauteur? Elle est à 70 cm. Ah, c'était un peu haut, donc il aurait fallu la passer à 60. Vous allez vous prendre un procès sur le cul, etc. On est dans une société, en fait, où des gens, des êtres vivants que nous sommes, qui ont grandi qui se sont développés et qui ont évolué pendant 99,9% de leur temps de vie dans des sociétés de cohésion forte, soudées par la culture commune et les normes, se retrouvent projetés dans des ensembles dans lesquels les normes ne fonctionnent plus, la culture commune ne peut plus fonctionner, etc. Et donc, ce contrôle social terrible, terrifiant que nous voyons monter, c'est celui qui s'impose du fait de notre diminution humaine. On parle toujours d'augmentation de l'humain par l'IA, etc., etc. On ne voit pas à quelle diminution simultanément il nous contraint. Diminution de nos moyens, de notre souveraineté, de notre liberté, de notre capacité à raisonner par nous-mêmes, à régler nos propres problèmes par nous-mêmes. Un problème simple que nous pouvons parfois régler en discutant avec le voisin, ou dans le métro avec une petite fichenette, une paire de claques par quelqu'un qui vous... Voilà. Des choses que les gens normaux pouvaient régler avant de façon très simple nécessitent aujourd'hui des moyens techniques, de la police, des avocats, etc., etc. Et en fait, ce monde-là, c'est un monde qui est déshumanisé, qui est triste, qui est méchant, et qui en plus crée en fait un phénomène d'emballement perpétuel vers toujours plus de contrôle, plus de technique, plus de judiciarisation, plus de déshumanisation, et donc dans lequel plus rien n'est soluble en fait par les anciennes méthodes. Les éternelles méthodes, je dirais, il ne faut pas dire anciens, parce qu'en fait, elles ont toujours été là, celles que nous avons utilisées dans toute l'histoire de la vie des sociétés humaines, qui était le contrôle social par le potin méchant. Quand tu faisais des conneries, ta femme allait se faire mépriser en allant faire ses courses, ton fils allait se prendre des remarques dans la cour de récréation ou se faire foutre de sa gueule, et ta grand-mère allait se faire regarder de travers. Voilà. Et donc, tu te comportais bien, parce que si tu faisais quelque chose de mal, ta réputation et celle de ta famille allaient en souffrir. Les forces de rappel, en fait. Ce sont les processus de contrôle social historique dans lesquels tous les hommes ont toujours vécu. Et donc, plus on déconstruit, plus on déstructure en fait les sociétés pour forcer en quelque sorte, c'est l'époque des forceurs aujourd'hui, hein, pour faire du forçage coopératif et forcer des gens qui n'ont rien en commun, qui ne partagent ni le même système social, ni la même religion, ni même le même code juridique, ni même la même langue, la même sensibilité, etc. Non pas que l'une soit meilleure que l'autre, non pas que l'une soit meilleure que l'autre, mais elles sont simplement différentes, elles ne sont pas ajustées. Et il faut du temps pour qu'elles s'ajustent. Il faut du temps, il faut que les gens aient le temps de passer du temps ensemble. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils changent les directeurs d'agences bancaires tous les 5 ans? Parce qu'ils savent tous, 3 ans parfois, parce qu'ils savent tous qu'un type qui a passé plus de 3 ans dans une agence bancaire, il a le temps d'établir des liens humains avec les gens, avec les clients. Il commence à connaître le voisin, il commence à comprendre l'activité du commerçant, il commence à s'attacher à cette petite vieille qui vient faire ses trucs. Et là, il est susceptible de prendre des décisions humaines. Algorithmiquement, ça ne se défend pas. Errare humanum est. La solution que cherche la société ou le système qui nous oblige à vivre dans un monde où les interactions humaines sont détruites, délégitimées et disparaissent, c'est aussi un système qui nous oblige en fait à abdiquer non seulement notre liberté, notre souveraineté, mais aussi demain notre humanité, pour vivre dans un système dans lequel, objectivement, nous serons toujours la partie défectueuse. Jusqu'où, je ne sais pas, mais il serait temps, effectivement, qu'on commence à essayer de se poser des questions solides et qu'on sorte un petit peu des visions psychiatriques des uns qui nous disent « vous allez crever si vous n'adoptez pas l'intelligence artificielle » et des autres qui nous disent « vous allez crever si vous adoptez l'intelligence artificielle ». Entre ces deux-là, on pourrait peut-être, je dis ça, je dis rien, commencer à se poser des questions intelligentes. On pourrait objecter à votre défense, en quelque sorte, ou en tout cas à la défense en creux du modèle éternel, qu'il est aussi celui qui accentue comment dire, les préjugés, l'injustice, Oui, il est subjectif. En plus, il a un gros défaut, c'est que les sociétés de culture ne sont pas des sociétés qui sont optimisées techniquement
et scientifiquement. Elles ont des préjugés. Avoir des cultures, c'est se représenter le monde d'une certaine façon, et cette façon, elle n'est pas toujours objective. Je veux dire, c'est clair. Et donc, on sait que dans l'histoire, toutes les sociétés qui se sont éloignées trop idéologiquement ou religieusement de l'état des connaissances des êtres humains qui en faisaient partie, se mettaient à dérailler. Typiquement, la plus grande crise qu'a Galilée introduit dans les sociétés chrétiennes européennes, c'est une bombe atomique, c'est un virus incroyable. On est dans des sociétés, en fait, les sociétés de culture sont des sociétés qui sont fragiles. Il ne s'agit pas de dire qu'on va en revenir à la société de village générale. C'est pas l'idée. Ça n'arrivera pas. Voilà. On est passé par la phase des Lumières a eu lieu. Voilà. Ça a eu lieu. La révolution des Lumières a eu lieu. Et effectivement, nous avons, par la révolution des Lumières, poussé le pendule très très loin, jusqu'à croire que nous étions des êtres rationnels, des acteurs économiques rationnels, et des êtres rationnels capables de faire d'user de leur entendement et contribuant chacun de notre côté, en laissant libre cours à notre entendement et à notre volonté de satisfaire nos besoins, à la satisfaction de l'intérêt collectif. C'est faux, en fait. Donc là maintenant, ok, les Lumières ont eu lieu, nous avons maintenant accès à la science et à la technique, et la science nous rappelle, nous dit maintenant, si on continue à regarder ce qu'elle produit aujourd'hui, nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres de calcul, nous sommes des êtres d'émotion, que nous avons besoin de la réputation pour construire des coopérations quotidiennes qui soient efficaces. Est-ce que ça veut dire que nous devons organiser toutes nos sociétés comme ça? Non. Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas remplacer méthodiquement tout ce qui fait, je dirais, 99% du temps de vie de l'espèce humaine, du jour au lendemain, sans s'attendre à des résultats dévastateurs. Et que, simultanément, les phénomènes de concentration de pouvoir, de concentration de moyens, et ce qu'ils impliquent en termes de rapport de force à l'avenir, deviennent des sujets politiques qu'il va aussi falloir aborder de façon politique. Il ne s'agit pas de faire des illuminés de la culture parfaite et de la société villageoise, il s'agit de se rappeler simplement d'où nous venons, ce que nous sommes vraiment, et de partir d'une anthropologie qui ne soit pas défaillante. Le problème des gens qui réfléchissent à ces questions-là, c'est que leur vision de ce qu'est l'être humain est fondamentalement hostile. Elle est soit défaillante, soit hostile. Et je ne sais pas, c'est peut-être l'âge, mais j'aime bien l'animal humain, moi. J'aime bien l'être humain. J'ai beaucoup voyagé et j'ai appris à beaucoup aimer les gens. Voilà. Il y a de belles choses qui méritent qu'on les défende. Bien, c'est une sage parole que nous retiendrons, je pense, tous, et que nous essaierons d'appliquer d'ailleurs à notre échelle. Pour terminer, juste une dernière question rituelle qui se greffe assez bien sur la dernière, en tout cas sur le sujet que nous venons d'aborder. Comment envisagez-vous la France? Quelle est votre vision de la France, disons à l'horizon 2050? Éventuellement plus loin, mais dans un futur proche. Vous voyez la Louisiane? Oui. Je pense que la France sera la Louisiane de l'Europe. On va se quinjanifier. Oui. Je ne vous dis pas que c'est bien, hein, mais je pense qu'on a quelque chance de commencer à ressembler à quelque chose comme ça. Ça sera soit la Louisiane, soit Haïti. Choisis ton camp, camarade. J'aime autant les Caïmans, mais... Non, en fait, l'idéal, ça serait ni l'un ni l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des enjeux qui sont des enjeux vitaux, et objectivement, on est très mal barré. On est très mal barré, on est très mal barré sur le plan démographique, on est très mal barré sur le plan de la souveraineté politique, on est très mal barré sur le plan de la qualité et du périmètre de compétences nécessaires pour être capable de renverser la table et de mobiliser les compétences pour ça. Il n'y a qu'à regarder le tri, le phénomène de contre-sélectif de sélection des élites dans le monde politique français, plus largement occidental. Tout cela me semble indiquer qu'effectivement, il y a de quoi être très pessimiste. Maintenant, ça, c'est raisonner... vous savez, en fait, c'est un peu comme quand vous regardez une plaie. Quand vous êtes l'œil avec un microscope sur une plaie, vous voyez un champ dévasté. Vous voyez en fait du sang, des trucs, des microbes. C'est épouvantable.
C'est une boucherie, une plaie au microscope, c'est dégueulasse. Et puis si vous prenez un peu de champ, vous la revoyez sur le poignet, vous vous dites, bon, ok, c'est pas très joli, ça a l'air un peu dégueulasse, et j'espère qu'il va s'en tirer. Puis vous reprenez du champ, puis vous voyez tout le bras, et vous voyez l'individu qui est en train de prendre une bière en même temps. Et puis si vous prenez encore un peu de champ, vous voyez qu'il y a 3 personnes autour de lui, il y a sa femme, ses gosses. Bon, lui, on ne sait pas ce qui va lui arriver, peut-être que sa plaie va le faire mourir, on en doute un petit peu à ce niveau-là de zoom. Hein, mais on se dit, tiens, finalement, il n'a pas l'air si mal que ça, il est en train de boire une bière, ça va peut-être s'infecter, mais on sent que c'est pas la catastrophe. Et puis, tiens, on se dit, ah, finalement, il a des gosses, ce monsieur-là. Peut-être qu'eux, ils vont survivre quand même à sa plaie, certainement, ils vont survivre, etc., etc. Il faut dézoomer. Voilà. C'est vrai qu'on assiste à des phénomènes qui sont des phénomènes assez préoccupants. Je dirais que le pire d'entre tous, c'est probablement c'est ce phénomène d'horizontalisation globale qui fait qu'on est cerné par les cons. On est objectivement cerné par des abrutis, et en général, moins ils en savent, plus ils ouvrent leur gueule, plus ils prennent des responsabilités et plus ils montent haut. Et ça commence à devenir dramatique. Donc je dirais que si on avait vraiment besoin de quelque chose, il faudrait s'inspirer peut-être un petit peu de ce que Michel Onfray, même s'il m'a beaucoup déçu ces dernières années, depuis la crise Covid en particulier. Il est malheureusement assez souvent sorti de ses gonds, mais on ne va pas parler de lui aujourd'hui. Avait voulu faire avec l'université populaire, ou avec un projet comme l'Université de tous les savoirs, etc. On a besoin de refonder, en fait, de créer à nouveau des phénomènes de sélection sociale qui nous permettent de faire émerger des compétences, de l'organisation, de la méthode, parce qu'on a un vrai problème de ça, on n'en sortira pas. Je veux dire, regardez toutes les formations politiques, ou la quasi-totalité des formations politiques, je veux dire, on a vraiment un vrai problème de compétences, on a un vrai problème de responsabilité, et compte tenu de la nature compte tenu de la nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés, je pense que si on ne passe pas par là, c'est la première chose, si on n'arrive pas à se... C'est un peu pompeux de dire les choses comme ça, mais à se reconstituer des élites d'une certaine façon, c'est-à-dire des gens capables de réfléchir, travailler efficacement, organiser, de penser les problèmes de notre époque, etc. Si on n'en passe pas par là, on s'en sortira jamais. Bien, écoutez, merci beaucoup Laurent Ouzon pour cet entretien. Merci pour votre accueil. Très instructif et très approfondi. Je vous remercie beaucoup. J'invite tous nos spectateurs à aimer cette vidéo si elle vous a plu, même si elle ne vous a pas plu d'ailleurs, et également à la partager, à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain franc-parler.